Donc bonsoir à tous, merci d'être là, soit en chair et en os, soit par la voie des électrons, pour cette causerie sur le papier-monnaie ukrainien qui illustre l'histoire de ce pays. Je suis Michel Musinski, je suis président de l'Association française pour l'étude du papier-monnaie et accessoirement, je suis également membre du bureau de l'Association française des Russidans, les gens qui enseignent ou apprennent ou s'intéressent à la langue russe. Donc malheureusement, cette conférence, elle est en phase avec l'actualité, une actualité tragique, mais bon, c'est l'occasion de l'illustrer, cette actualité, par les billets de banque. Donc, c'est les flèches comme ça, ici. Hop, hop. Ah, ça avance comme ça, là, d'accord. OK. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Olivier Charlet et Béatrice Coullaret de leur invitation et de l'organisation de cette conférence. Ça me fait bien plaisir de vous la donner ce soir. Je vais essayer de passer assez vite et de laisser, si possible, du temps pour les questions à la fin. Et si vous voyez que je dérive trop, Olivier, vous me dites. Donc, l'Ukraine dont on va parler, c'est celle qui est représentée sur cette carte. Donc, l'Ukraine, entre guillemets, de 1991, suite à l'indépendance de l'Ukraine à l'effondrement de l'Union soviétique. C'est essentiellement un pays qui est autour des bassins des 4 fleuves en D, le Danube, le Dniestre, le Dniepr et le Don, qui de tout temps ont été des voies de transport dans la grande plaine de l'Ukraine. Alors j'essaye de passer comme ça, non. Comment vous avez fait? Tu tournes sur la molette. D'accord, je vais essayer moi aussi, mais enfin bon. Donc là, je vais diviser cette présentation en deux parties. La première partie, ça va être l'illustration de l'histoire de l'Ukraine jusqu'au XIXe siècle à travers l'évocation sur les billets de banque de cette histoire ancienne. Et la deuxième partie, ça va être les billets depuis le milieu du XIXe siècle, au fil des événements de l'histoire ukrainienne, si ça vous convient. Donc, si on remonte, oui, si ça ne vous convient pas, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que c'est préparé. Donc, on peut remonter à l'histoire de l'Ukraine, à la partie antique, hein, puisque le royaume du Pont correspondait au nord de la mer Noire actuelle et spécifiquement de toute la côte des embouchures du Dniestre et du Dniepr, de la Crimée et de l'embouchure du Don. Donc, par exemple, les grandes villes étaient chersonèses à cette époque, étaient Olbia, à l'embouchure du Boristen, qui est maintenant le Dniepr, et puis Panticapée. J'ai illustré ça avec une pièce de Mithridate, Mithridate, roi du pont. Alors là, si je raconte des bêtises un petit peu sur des choses que je maîtrise moins, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui pourront corriger, donc je suis tranquille. Cette antiquité, mais voilà, ah, d'accord, ça y est, c'est bon, je maîtrise. Cette antiquité, elle est illustrée par un des premiers billets de l'Ukraine que vous voyez ici, billet de 1 grivnia, qui représente les ruines de Chersonèse, donc ruines qui sont actuellement dans la banlieue de Sébastopol. Et ces ruines de Chersonèse, un lieu touristique très, très prisé, sont représentées sur les premiers billets d'Ukraine que vous voyez là. Mais, comme vous le savez, la Crimée, en 2014, a été envahie par des petits hommes verts qui étaient des soldats russes qui avaient perdu leurs insignes comme par miracle. Et juste après cette invasion,
pour bien marquer le coup, le régime poutinien a demandé à l'imprimerie des billets de banque de Russie, donc Goznak, de fabriquer des nouveaux billets. Donc là, vous avez un billet de 200 roubles qui, comme par hasard, est illustré des ruines de Chersonèse, pour bien montrer à qui appartient cette partie de l'Ukraine maintenant. Alors, on va faire un saut de 500 ou 700 ans pour arriver à à cette carte où on voit aux alentours du 8e siècle, enfin au temps de Charlemagne à peu près, quelle était l'étendue des peuplades slaves entre la mer Noire et la mer Baltique. C'est juste pour introduire cet autre billet qui fait référence à cette préhistoire des peuples slaves avant l'an 1000. Et ce premier billet de 1 karbovanets, billet ukrainien, émis en 1991, un coupon, on viendra sur ce que c'est que ces coupons, est illustré par une statue que vous voyez en haut à gauche, hein, sur le billet de 1 karbovanets, qui est la statue de Libide, la sœur des 3 fondateurs mythiques de la ville de Kiev. Ces 3 fondateurs mythiques étaient les 3 frères Kiy, dont découle le nom de Kiev, Shek et Khoriv, donc les 3 fondateurs de la ville de Kiev. Je crois me souvenir que ces 3 noms, c'est également le nom des fleuves qui aboutissent pas loin de Kiev, au Dniepr, qui sont des affluents du Dniepr. Et ce billet, il a la particularité pour nous Français d'avoir été imprimé pas loin d'ici par une imprimerie qui s'appelait l'imprimerie spéciale de Banque, dans le sud-est de Paris, mais qui n'existe plus. Elle a dû faire faillite, elle a mis la clé sous la porte. Mais les premiers billets ukrainiens ont donc été imprimés en région parisienne. Alors, quand on quitte ces temps mythiques pour arriver au début de l'histoire ukrainienne et revendiquée aussi par les Russes, on arrive au premier grand prince de Kiev, Vladimir le Grand, donc en ukrainien Volodymyr, parce que Volodymyr et Vladimir, c'est le même prénom, qui est représenté ici sur ce billet de 1 hryvnia. Et vous avez également en bas une pièce d'or et une pièce d'argent du même Volodymyr le Grand, donc qui a été baptisé en 988, je crois, oui c'est ça, à Chersonèse, qu'on vient de voir, et qui est le premier grand prince chrétien des Varegs, donc ces envahisseurs normands qui ont créé la première dynastie dans la Russe de Kiev au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est le billet qui est illustré par les ruines de Chersonèse, vous voyez le verso du billet en bas. Encore une fois, je passe assez rapidement pour pouvoir avoir quelques questions. Son descendant, autant que je me souvienne, c'était son petit-fils, s'appelait Yaroslav le Sage. Il est représenté sur ce billet de 2 hryvnia, 2 hryvnies, parce qu'il y a des déclinaisons en ukrainien comme en russe. Donc, on n'a pas la même forme, suivant que c'est 1, 2, 3 ou 5. Donc, Yaroslav le Sage, qui n'avait de sage que le nom, en fait, hein. C'était quelqu'un de très cruel et de très roué. Et c'est pour ça qu'il a réussi à agrandir son domaine et à faire une nombreuse descendance qui s'est mariée, qui s'est alliée à tout un tas de rois et de reines en Europe, dont notre roi Henri Ier, qui a épousé Anne de Kiev, qui était la fille de Yaroslav le Sage, et dont vous pouvez voir une statue, par exemple, en allant à Senlis. Il y a une belle statue dans un petit parc offert par l'Ukraine de Anne de Kiev. Alors, ce Yaroslav le Sage, donc il figure sur les billets ukrainiens, mais il est revendiqué également par les Russes.
Donc, il figure également sur un billet de 1000 roubles que vous avez juste en dessous, une statue de Yaroslav. Et il y a en Russie d'ailleurs une ville qui s'appelle Yaroslav et qui a été nommée du nom de Yaroslav. Alors voilà pour cette période des premiers grands princes de Kiev, donc qui régnaient sur la capitale actuelle de l'Ukraine, et également sur l'ensemble du bassin du Dniepr et presque jusqu'à la mer Baltique. Donc à cette époque, vers le début du XIIIe siècle, oui, c'est ça, c'est le début du début du XIIIe siècle, les principautés russes sont représentées sur cette carte. Et vous voyez que dans tout le sud, en fait, ce n'est pas sous la coupe des Slaves, mais c'est sous la coupe des peuples iraniens du nord de la Caspienne et du nord de la mer Noire, et non pas par les Slaves. Et qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle? Il se passe l'arrivée des Mongols. Alors, évidemment, je n'ai pas trouvé de billet ukrainien qui est à la gloire de Gengis Khan, puisque là, c'est Gengis Khan. Mais si vous prenez un billet mongol, eh bien, on trouve les billets illustrés par Gengis Khan avec sa grande yourte, la grande yourte du Grand Khan tirée par des bœufs. Donc, en 1240 et quelques, les Mongols arrivent dans la plaine centrale européenne et font passer sous leur joug les tribus et le Grand-Duché, tous les petits royaumes qui forment la Russe de Kiev. Donc ça, c'est au milieu du XIIIe siècle. Et il en résulte, une fois que les Mongols commencent à refluer, voilà l'état de cette région du monde vers le XVe siècle. Tout le sud de la région qu'on vient de voir n'est plus sous la coupe des grands princes. L'ouest est dominé par le Grand-Duché de Lituanie et la Pologne. Le sud-est, ce qui reste des hordes mongoles. Et puis la partie au nord, c'est ce qui commence à s'agréger autour de Moscou, la Moscovie, qui à ce moment-là de l'histoire est quand même juste une des principautés parmi les autres, mais qui va prendre, grâce justement à l'appui des Mongols, la prédominance sur les autres principautés slaves. Alors, pour la partie qui nous intéresse spécifiquement, l'Ukraine, c'est une carte qui est un petit peu difficile à lire, mais enfin, vous allez comprendre. Les lignes rouges sont les frontières actuelles, et ce qui est écrit en rouge, ce sont les pays actuels, donc vous voyez l'Ukraine. Et ce qui est coloré, c'est le royaume de Pologne et le royaume de Lituanie, qui sont appelés à s'unir au sein de le royaume polono-lituanien, et qui seront définitivement unis sous Jaglon. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé de billet ukrainien pour illustrer Jaglon, mais enfin Vladislas de Jaglon, mais sur un billet polonais, on trouve bien sûr. Jaglon qui par d'abord, enfin par le traité de Lublin, crée la double monarchie polono-lituanienne. Jaglon, ce n'est pas le traité de Lublin, hein, c'est le traité de Crèveaux qui entérine l'union personnelle entre la Pologne et la Lituanie. Et le traité de Lublin crée une union complète, exactement comme en Angleterre.
En 1707, de mémoire, la Grande-Bretagne devient non pas une union personnelle, mais un seul pays. Alors, le fait que l'essentiel de l'Ukraine actuelle, celle qu'on a vue sur la carte, était sous domination de la Pologne-Lituanie, a fait que cette partie du monde slave était sous domination essentiellement catholique et influée par tous les mouvements de cette époque. Donc la Réforme, la Renaissance, plus ou moins, alors que la partie de la Moscovie ne l'était pas. Elle restait vraiment sous la domination de l'Église orthodoxe et en dehors des progrès, j'hésite toujours à dire ça, mais enfin, des progrès de la civilisation liés à la Renaissance et oui, essentiellement à la Renaissance. Et donc à Kiev est créé le premier collège sur le mode des jésuites dans le monde slave, et c'est ce que vous avez ici, représenté sur ce billet de 500 grivnia. C'est l'université Mogilia. Mogilia était un évêque que vous avez représenté en bas sur la petite image, qui crée en 1632 un collège de jésuites qui deviendra l'université orthodoxe de Kiev. Alors, vous voyez, c'est ce qui est amusant, c'est qu'on a un symbole maçonnique sur le billet. Vous voyez le triangle, alpha, oméga, l'œil, le triangle dans le cercle. C'est tout simplement parce que sur le revers enfin l'autre côté de ce billet, il y a représenté Skovoroda, qui était un grand philosophe ukrainien du XVIIIe siècle et qui était franc-maçon. Donc, oui, donc voilà, on voit ici, à cette époque-là, le royaume de Pologne et de Lituanie, qui englobe toute l'Ukraine actuelle, à l'exception du sud, qui est tout simplement le Khanat de Crimée, à cette époque. Donc là, on est au XVe siècle. Et ce Khanat de Crimée, petit à petit, laisse la place à la domination de ce qu'on a appelé les Cosaques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la magnifique exposition Ilya Repin au Grand Palais il y a 2-3 ans, c'était juste au moment du Covid. Il y a ce tableau extraordinaire où on voit les Cosaques qui répondent au sultan ottoman qui leur avait dit de se soumettre à lui. Et ils sont en train de lui écrire une réponse inénarrable qui est très bien connue dans l'histoire, que je ne vais pas vous lire parce que c'est trop grossier. Mais enfin, si vous insistez, je le ferai à la fin. Donc, c'est les Cosaques qui rigolent en écrivant leur réponse au sultan Mohamed, Mehmet, je ne sais plus lequel, Mehmet IV. Ouais. Alors, ces Cosaques, c'était eux qui donc régnaient, entre guillemets, dans le sud de l'Ukraine. Et ils avaient une organisation un petit peu, je dirais, démocratique. Ils élisaient leur chef, les hetmans cosaques. Bon, ils élisaient dans les familles de l'aristocratie cosaque, hein. Mais c'était une organisation plus ou moins démocratique. Et un des hetmans les plus connus, c'est l'hetman Skoropadsky, pas Skoropadsky, Bogdan Khmelnytsky, que vous voyez ici sur ce billet de 5 griviennes. Et ce chef des Cosaques avait, donc on est au milieu du XVIIe siècle, hein, en 1640 et quelques, ce hetman des Cosaques s'est donné pour but de s'affranchir de la tutelle des Polonais et des Lituaniens.
Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je vais essayer de m'allier pour secouer le joug des polono-lituaniens? Il avait le choix. Alors, soit il se rapprochait justement des Polonais lituaniens pour essayer de s'entendre avec eux, soit il se tournait vers l'Empire ottoman, soit il se tenait vers la puissance un peu montante de l'époque, qui était la Moscovie. Et en fait, il a choisi ce qu'il considérait lui comme le plus faible des trois, en disant bon, on va s'allier à eux, et puis on va faire un traité d'assistance pour essayer de combattre les Polonais lituaniens. Et donc, c'est ce qui a été entériné par un traité qui est bien connu dans l'histoire, le traité de Péréyaslav, qui entérine ce traité d'assistance mutuelle. Mais si, dans l'idée des Ukrainiens, c'était un traité d'assistance mutuelle, dans l'idée du tsar de Moscou, c'était un traité de soumission. Et donc, il a considéré, le tsar qui était le tsar Alexis à l'époque, que toute la partie de l'Ukraine qui n'était pas sous le joug des Polono-Lituaniens, tout simplement revenait à la Russie. Et c'est la partie que vous voyez à l'est, là, la partie un peu plus sombre du territoire représenté ici, qui devient, vu de Russie, un territoire dépendant de Moscou. Alors, les hetmans qui ont succédé à Bogdan Khmelnytsky ont bien essayé de faire comprendre à la Russie que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient compris du traité de Péréyaslav et qu'ils étaient toujours indépendants. Mais les Russes n'ont rien voulu entendre et ont dit mais non, 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 vous avez signé, maintenant vous faites partie du domaine du tsar russe. Alors, ça, ce n'est pas des billets qui ont été émis, ce sont des projets. Un projet en haut avec le hetman Khmelnytsky. D'ailleurs, il y a une faute, hein, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis trompé, j'ai mis ski alors que il doit y avoir un 2i. Quelqu'un m'a fait remarquer récemment. Je ne sais pas s'il y en a qui parlent russe, là, ukrainien. Bon, alors, s'il n'y en a pas, je peux dire ce que je veux. Mais... Et en bas, vous avez l'Hetman Petro Doroshenko, qui lui aussi a essayé de s'affranchir de la Moscovie sans y réussir. L'Hetman Petro Doroshenko, il a une descendance qui est un petit peu célèbre, puisque la femme de Pouchkine descendait directement de l'Hetman Doroshenko, celle pour qui Pouchkine s'est fait tuer en duel avec un Français en 1837. Bon, nous voilà arrivés au XVIIIe siècle, même à la fin du XVIIIe siècle, où la Pologne, on dit toujours les partages de la Pologne, enfin c'est le partage de la Pologne-Lituanie, hein, ont lieu en 1772, 1793 et 1795. Donc toute la partie qui est plutôt en vert, c'est les acquisitions successives de la Russie sous Catherine II. Vous voyez un bout de billet de Catherine II en bas à droite. Qui fait que en 1795, de la Pologne, il n'y en a plus. Il reste, enfin ici, il reste toujours une Pologne, mais elle est complètement inféodée à la Russie. Et l'empire de Russie va jusqu'à Brest, dit Brest-Litovsk, hein, là où sera signé les accords de Brest-Litovsk en 1917. Donc, vous voyez les villes. Là, les villes sont écrites en polonais, hein. Kijów, Lwów, Lublin, etc. À cette époque-là, certes, l'Ukraine fait partie de la Russie, mais la vie culturelle, c'est celle de l'Ukraine. Les Russes de Moscou
quand ils créent une université, ce qui a lieu à cette époque, ils prennent comme modèle ce qui se passe à Kiev. La vie culturelle russe est calquée de ce qui se passe en Ukraine. Et les grands philosophes scientifiques de cette époque, les Lomonosov et compagnie, vont s'abreuver à la culture qui se trouve dans la partie maintenant ukrainienne de l'Empire russe. Et donc, vous voyez ici, là, donc, le grand philosophe Skovoroda, qui, alors ces dates, je vous l'ai dit. Bah, je ne peux pas vous les dire parce que c'est... Ah bah si, voilà. Né en 1722 et mort en 1794, donc presque en même temps que Catherine II, que la grande Catherine. Donc c'est une des figures majeures de la vie culturelle ukrainienne, donc ce philosophe du XVIIIe siècle, qui a été recteur de l'Académie de Kiev. Ce billet-là qui représente la Grande Catherine, hein, c'est pas un vrai billet, c'est un billet de propagande russe qui représente la Grande Catherine et qui représente la Crimée et l'ensemble de la Tauride, donc toute la partie qui est au nord de la Crimée et qui s'appelle la Nouvelle-Russie dans le vocabulaire de cette époque, de l'époque de Catherine II. Et c'est ce vocabulaire qui est repris maintenant par Poutine et qui dit mais de toute façon cet endroit-là, ça ne s'appelle pas l'Ukraine, ça s'appelle la Nouvelle-Russie. Et ça a été tout peuplé par des Russes par la Grande Catherine, alors qu'auparavant il n'y avait que des Tatars de Crimée et des bouseux de Cosaques. Vous voyez, enfin oui. Alors, la situation était celle-là au début du XIXe siècle. Et dans la première partie du XIXe siècle, comme dans l'Empire allemand, comme dans l'Empire autrichien, il y a eu l'éveil des nationalités, qui en 1848 a débouché sur les révolutions des nationalistes, que ce soit en Allemagne, en Autriche et en Russie, et notamment en Ukraine. Et vous voyez là la figure de Taras Shevchenko, le plus grand poète ukrainien du XIXe siècle. Alors, Taras Shevchenko a cette particularité d'être un fils de serf et d'avoir été remarqué par son propriétaire, qui a tout de suite reconnu ses talents d'intelligence et ses talents de peintre. Il a été envoyé se former à Saint-Pétersbourg, ce qui fait qu'il est en réalité autant russe qu'ukrainien. Et d'autant plus que ses écrits, quand il écrivait de la prose, il l'écrivait en russe. Quand il écrivait de la poésie, c'était en ukrainien. Et il est surtout connu comme un peintre. Mais il est également connu comme un des plus ardents activistes de l'indépendance culturelle de l'Ukraine. Et ça ne plaisait pas du tout à Nicolas Ier. J'ai mis le tsar Nicolas Ier sur un billet de 25 roubles de russe. Nicolas Ier, qui était le parangon des tsars réactionnaires et qui ne pouvait pas supporter que Shevchenko soit à la tête d'un mouvement qui prônait l'émergence d'une culture ukrainienne, enfin la séparation de la culture ukrainienne par rapport à la culture russe. Donc Nicolas Ier a ordonné que Shevchenko soit envoyé en Sibérie, comme beaucoup d'opposants, hein, avec interdiction d'écrire et de peindre. Donc il n'avait pas le droit de toucher un crayon
ni un pinceau. Bon, quand sa peine a été terminée, et surtout quand, après la guerre de Crimée, Nicolas Ier était mort et il y a eu Alexandre II, il a pu revenir en Ukraine pendant quelques années, mais il avait été tellement affaibli par le régime sévère qu'il avait subi en Sibérie, qu'il est mort assez rapidement, à 47 ans, je crois. Donc, Taras Shevchenko figure sur de nombreux billets des pièces ukrainiennes. Quand on fait un aéroport, il s'appelle souvent Taras Shevchenko. Les avenues Taras Shevchenko sont les principales avenues des plus grandes villes ukrainiennes. Donc, c'est le principal, c'est un peu notre Victor Hugo ukrainien. Et en plus, le chef de l'indépendance, donc ça serait le Victor Hugo et le, comment c'est en Italie Oui, c'est ça. Ça serait le Victor Hugo Garibaldi ukrainien. Et c'est le même personnage qu'on voit ici sur également un billet ukrainien, donc à la fin de sa vie, à l'âge de 47 ans. Et cette image de Shevchenko, on la retrouve sur de nombreux documents actuels, puisqu'il est le symbole de la résistance ukrainienne vis-à-vis des Russes. Donc, par exemple, ça, c'est une tablette de chocolat que vous avez en haut au milieu, représentant un soldat, mais tous les Ukrainiens reconnaissent immédiatement la figure de Shevchenko avec ses grandes moustaches sur cette image. Et donc, nous voilà arrivés au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, dans cette partie de l'Empire russe, commencent à apparaître des billets, puisqu'auparavant, il n'y avait pas de, soit il n'y avait pas de billets, soit c'était des billets qui circulaient presque pas, mais qui étaient les billets de l'Empire russe ou de l'Empire austro-hongrois, ou même de l'Empire ottoman. Et donc, les premiers billets dans des villes qui sont actuellement ukrainiennes, je vous donne là deux exemples, ce sont des billets qui datent des révolutions de 1848 ou 49. Vous en avez un de la ville de Rohatyn. Alors, je ne sais pas si ça parle, si ça vous dit quelque chose, ce nom de Rohatyn. Exactement. Rohatyn, c'est un banquier américain qui a été récompensé par Reagan, je crois, et qui a été mis ambassadeur des États-Unis en France à Paris. Enfin, oui, à Paris. Donc, il était né pas loin de la ville de Rohatyn. Et la ville de Rohatyn est également connue par cette jeune dame. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est Roxelane, l'épouse préférée de Soliman le Magnifique. Elle était née à Rohatyn. Et celui de droite, le billet de droite, c'est un billet de Przemyslani, comme ça se dit en polonais. Donc, il date aussi de juin 1849. Et j'ai choisi ces deux billets parce que c'est amusant. Ils ont cette ville de Przemyslani, c'est la ville natale de Wilhelm Reich, le, le psychanalyste. Ah, ben voilà, pourquoi il y a de l'hébreu? Alors ça, c'est une excellente question. Pourquoi il y a de l'hébreu? C'est parce que ce sont des billets émis par des intendants des grands domaines à l'époque. Les intendants étaient souvent juifs parce que les propriétaires, qui étaient des nobles, en l'occurrence polonais, ou de Galicie, considéraient que ce n'était pas leur job d'avoir des questions de s'occuper des questions d'argent. Et donc, ils choisissaient des intendants et il leur fallait des intendants qui, eux, puissent faire commerce de l'argent, hein, enfin, et qui soient suffisamment éduqués. Et il les trouvait parmi la population juive à l'époque. Et c'est pour ça que beaucoup de billets,
Il y en a plein d'autres où c'est pas il n'y a pas d'hébreu, hein. Mais il y a beaucoup de billets qui sont signés par des chefs de communauté juive dans ces villages. Voilà l'explication. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail l'endroit d'où viennent ces billets, eh bien, ils viennent de Galicie. C'est la partie jaune au nord-est de cette carte-là, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Cette carte-là, c'est l'Empire austro-hongrois au tout début du XXe siècle. Et les couleurs représentent les différentes nationalités. Et vous voyez qu'en Galicie, le jaune, en Galicie et en Bucovine, vous avez essentiellement du jaune, c'est là où on parle ukrainien. Donc en Galicie, on parlait soit polonais, la partie violette, soit ukrainien, la partie jaune, soit allemand, la partie rouge, soit roumain, la partie en brun clair, en marron. Chacun sait qu'en Bucovine, tout le monde parlait tout. Allemand, yiddish, ukrainien, russe, polonais, slovaque, roumain et français quand on était dans une bonne famille où on avait des gouvernantes qui parlaient français et anglais. C'est la particularité de cette région de l'Europe. Alors, il circulait comme billet pendant toute la fin du 19e siècle, les billets de l'Empire austro-hongrois. Donc là, vous avez un billet de 50 couronnes qui est un beau billet du grand artiste Rössler, Rudolf Rössler, qui a dessiné les billets pour la banque autrichienne, la banque austro-hongroise. Alors, on voit la particularité de ce billet, outre que bon, c'est l'œuvre d'un grand artiste, donc c'est un beau billet. On voyait que au centre, tout est en allemand, mais en bas, vous avez toutes les langues qui sont utilisées dans l'Empire, dans la double, non, comment on appelle ça, la Cacanie, hein, euh, l'Empire royauté d'Autriche-Hongrie. Donc le polonais, le tchèque, le slovaque, le roumain, l'italien, il y a un peu de tout. Et sachant que le hongrois est de l'autre côté, l'autre partie enfin, au verso du billet, tout est en hongrois, c'est le même billet. Tout le reste de l'actuelle Ukraine dépendait de la Russie. Et en Russie, à la même époque, vous avez ce type de billet-là qui circulait, avec, là c'est un billet de 100 roubles de la grande Catherine. Alors à cette époque, en Russie, vous pouvez toujours chercher autre chose que du russe, hein. Ce n'était pas du tout la même approche de l'empire multiculturel que l'Autriche-Hongrie. En Russie, ils voulaient voir qu'une seule tête, et sur les billets, il n'y avait que du russe. Mais on arrive maintenant à la Première Guerre mondiale. Alors, comme dans toutes les périodes troubles, la Première Guerre mondiale, elle commence à faire surgir de la monnaie de nécessité, puisque toutes les pièces d'argent sont thésaurisées. Et donc, les différentes villes, les villages, les entreprises émettent des billets pour pouvoir faire marcher le commerce local. Alors, pas seulement les entreprises, ici, c'est un billet de l'armée, de la région militaire de Lvov. Donc, qui est écrit en polonais et donc qui est mis en Galicie en 1915, je crois. Oui, c'est marqué sur le billet, 15.
Bon, comme vous le savez, la Première Guerre mondiale conduit au renversement de Nicolas II, à la chute des Romanov et à la guerre civile dans cette partie dans cette partie de l'Europe. Dès 1917, les Ukrainiens, qui rongeaient leurs freins, revendiquent la création d'un État ou au moins d'une autonomie pour leur pays. Et ce qu'ils revendiquent, c'est à peu près ce que vous voyez en rouge en haut à gauche ou en noir sur la carte la plus grande. Donc, c'est tous les endroits où on parle peu ou prou l'ukrainien dans cette région du monde. Donc, vous voyez que ça va largement au-delà d'ailleurs des frontières actuelles de l'Ukraine, puisque toute la partie du Kouban au sud-est de l'Ukraine est inclus dans ces revendications. Et à la fin de l'année 1917, l'Ukraine, enfin les nobles, enfin l'intelligentsia ukrainienne, voyant qu'il n'y a pas moyen de s'arranger avec les Russes, décident de proclamer l'indépendance de leur pays. Et donc le premier billet ukrainien du XXe siècle, c'est celui-là, en tant que pays indépendant, billet de 100 karbovanets, qui a la particularité d'être en ukrainien en haut au recto, et puis au verso, d'avoir des écritures en 3 autres langues, le russe en haut à gauche, le polonais en haut à droite, et le yiddish en bas au centre. Puisque à cette époque-là, il y avait quand même, dans cette partie, enfin dans cette Ukraine, il y avait environ 20% de la population qui était juive, puisque l'Ukraine faisait partie de l'endroit, enfin de la partie de l'Empire russe qu'on appelait la, la zone de résidence des Juifs. Ils n'avaient pas le droit d'habiter ailleurs que dans cette partie de l'Empire russe. Donc, il est libellé en Karbovanets. Le Karbovanets, c'était le nom ukrainien du rouble. Bon, et rapidement, comme vous le savez tous, c'est la guerre civile. Et les Blancs, les Rouges, les Occidentaux essayent d'arracher des morceaux de l'Empire russe qui constitue l'Ukraine actuelle. Alors, je pourrais vous sortir des billets et puis dire, voilà, ça c'est un billet du gouvernement rouge de Kiev de telle époque, entre tel mois de 1918 et tel mois de 1919, par exemple. Mais c'est inextricable. Ce que vous voyez là, c'est une carte dans le très beau livre de Marie-Pierre Ray, l'Atlas historique de la Russie, qui est paru récemment. Et vous voyez que les gros carrés sont les endroits où les changements de pouvoir entre 1917 et 1922, enfin le nombre, ça donne le nombre de changements de pouvoir à chaque endroit dans ces années-là. Donc vous voyez qu'à Kharkiv, à Jitomir, à Kiev, le pouvoir a changé de main plus de 8 fois dans cette période. Donc, décrire les billets ukrainiens dans cette période, c'est vraiment une gageure. Mais je vais vous montrer seulement quelques exemples pour illustrer. Donc, voilà par exemple des billets de l'État ukrainien, des billets datés de 1918, donc libellés en Karbovanets, au titre du Trésor d'État d'Ukraine. Comme toutes les pièces de monnaie étaient thésaurisées, il a fallu, comme en France, comme dans de nombreux pays, utiliser des timbres pour remplacer la petite monnaie. Donc, vous voyez des timbres qui sont libellés en shag,
qui est la subdivision du carbovanetz, 200 shag pour faire un carbovanetz. Et comme sur les timbres russes, au dos du timbre, il y a marqué « à court » au même titre que les monnaies métalliques. Et la pièce que j'ai mise, c'est une pièce toute récente qui est mise en Ukraine, une pièce commémorative, qui est illustrée par un timbre monnaie de 50 shag, mais qui date de 2018. Alors, comme les besoins en billets de banque étaient impossibles à honorer par les imprimeries locales, on a utilisé tout ce qui pouvait tomber sous la main. Par exemple, là, des billets d'emprunt. Emprunt du gouvernement provisoire, là, de 1918, équivalent à ceux du gouvernement provisoire en Russie. Non, je suis en train de me mélanger. Dans le gouvernement provisoire en Russie en 1917, il y a exactement eu le même type d'emprunt que celui que vous voyez ici, qui est un emprunt ukrainien de 1918 et qui circulait au même titre que les billets de banque, et de même que les coupons d'intérêt circulaient au même titre que la petite monnaie. Alors, ce billet-là, c'est le billet d'une série qui est révélatrice. C'est un billet de 10 griviennes. Donc, il fallait 2 griviennes pour faire un carbovanetz. Et les spécialistes voient tout de suite que ce billet est imprimé à Berlin par la Reichsdruckerei. Donc, vous savez que pendant la guerre, il y a eu une paix séparée des Ukrainiens et des Russes avec les Allemands. Et les Allemands ont considéré que l'Ukraine passait sous leur domination, enfin au moins sur leur protectorat. Et il y a eu un contrat passé entre le gouvernement ukrainien et l'Allemagne pour fabriquer cette série de billets. Donc on reconnaît très bien les chiffres du numéro de contrôle, qui sont exactement les mêmes chiffres que ceux qu'on trouve sur les billets allemands de l'époque, et qui sont typiques de la Reichsdruckerei à cette époque. Et d'ailleurs, j'ai mis en haut le traité de paix séparé de Brest-Litovsk du 9 février 1918. Un autre billet que j'ai mis là, bon, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez le style de ce billet. Ces billets-là ont été dessinés par des grands artistes ukrainiens de l'époque. Et là, par exemple, vous avez un billet réalisé par Vassili Klitschevski, qui était un peintre, un illustrateur et un architecte ukrainien. Et il a été mis en l'honneur cette année, là, en 2023, sur une pièce ukrainienne qui reprend l'illustration du billet. Vous voyez que sur la partie là où il y a la valeur, là, de Vigrivny, vous voyez exactement la même illustration que sur le billet. Et c'est lui c'est cet artiste qui a créé également le monogramme de l'Ukraine. Vous voyez sur le billet et sur la pièce, d'ailleurs qu'on voit partout en Ukraine, ce qu'on appelle le trizoub, hein, le trident, qui représente l'Ukraine. Bon, un autre billet de cette même époque qui vous montre le style assez recherché des billets ukrainiens. Un autre avec la reprise sur une pièce actuelle, commémorative, de l'illustration du billet sur la pièce. Bon, un autre billet assez joli avec une photo de l'hetman Skoropadsky,
qui était, je dirais, l'homme fort pendant quelques mois en Ukraine. D'ailleurs, on appelait de temps en temps l'Ukraine la Skoropadia. C'était un petit peu l'équivalent d'un, je dirais, d'un Mussolini à l'époque. De toute façon, il n'a pas duré longtemps parce que les Soviétiques ont mis bon ordre à tout ça. Bon, on utilisait aussi des bons du Trésor comme celui-là, qui c'est un billet du Trésor russe, du gouvernement provisoire. Hein, il est daté de Petrograd 1er mai 1917 et il est validé par un tampon d'Elisabethgrad en Ukraine. Et de même, là, l'emprunt de la liberté du gouvernement provisoire, lui aussi validé par un tampon de Théodosia, en Crimée donc. Pendant toutes ces années de la guerre civile, les Rouges ont essayé, par tous les moyens, ont finalement réussi, de remplacer les indépendantistes ukrainiens et de créer une république socialiste soviétique ukrainienne. Et donc là, vous avez un essai qui n'a pas été émis, hein, de billets de la République soviétique socialiste d'Ukraine. C'est ce qui est marqué en haut, hein, signe monétaire de la République soviétique socialiste ukrainienne. Mais il n'a pas été émis, puisque ce qui a été émis, c'est tout simplement, dès 1923, les billets de la Fédération de Russie, puis de l'URSS. Pendant toute cette période, il y a eu énormément de billets locaux. Alors, bon, je vais passer vite parce qu'il y en a une litanie. Celui-là, billet d'Ekaterinoslav, un magnifique billet de l'équivalent du MEDEF de Kiev. C'est un billet, c'est plus grand que A4, hein, c'est un énorme billet, c'est assez joli. Un billet de Crimée, vous voyez, il y a une carte de Crimée au verso. Donc, c'est le billet de la caisse de l'arrondissement de Crimée. C'est ça qui est écrit au recto. Un billet d'Odessa. Alors, à l'époque, ces billets locaux reprenaient souvent les couleurs et la composition des billets russes. Les billets russes de cette époque, le 10 roubles, était en format vertical et rose. Donc, vous avez la même chose sur ce billet de la ville d'Odessa. Donc, c'est des exemples, hein, des billets de Yekaterinoslav. Alors, Yekaterinoslav, vous connaissez maintenant sous le nom de Dniepropetrovsk ou Dnipro, hein, sur lesquels il est en train de tomber des bombes, là. Donc, ville créée par la Grande Catherine, qui s'est appelée Yekaterinoslav de 1776 à 1797, puis qui a changé de nom pour Novorossiysk, donc la ville de la Nouvelle-Russie, en 1797 jusqu'en 1802. Vous voyez pourquoi? Pourquoi cette ville a changé de nom entre 97 et 1802? Parce que Catherine a disparu, elle a été remplacée par son fils Paul Ier, qui l'a haïssé et donc qui a rebaptisé la ville d'Ekaterinoslav pour pas qu'elle porte le nom de sa mère. Mais quand le fils de Paul, donc Alexandre Ier, est venu au pouvoir, il a redonné le nom de Yekaterinoslav à cette ville. Les bolcheviks l'ont débaptisé pour l'appeler la ville de Petrov sur le Dniepr. C'est ça que ça veut dire, Dniepopetrovsk. Petrov étant un bolchevique de l'époque. Et les Ukrainiens l'ont rebaptisé Dnipro pour enlever le nom de ce bolchevique Petrov. La même chose, par exemple, pour Yekaterinoslav. Bon, je ne m'étends pas pour pas trop dériver. Ah oui, parce que il est déjà 8 heures. Hein. Donc ça fait 1 heure que je parle.
Donc des billets locaux, ceux-là sont des billets de Crimée, c'est tous des billets de Sébastopol. Pour vous donner un exemple de petits billets en carton, en papier, ronds, de toutes les formes, etc. Là, billet d'une ville dont on parle beaucoup actuellement, qui est la ville de Yuzovka à l'époque, créée par un industriel anglais qui s'appelait Hughes, qui a donné son nom à la ville, et Yuzovka. La ville a changé de nom dans les années 20 pour s'appeler Stalino, du nom du grand démocrate russe. Et après Staline, elle a pris le nom de Donetsk. Donc le billet d'en haut est au nom de la ville de Yuzovka, celui du bas est sous le nom de la ville de Staline. Alors à cette époque, j'ai remis des billets donc, qui datent des années 1918-19, où il y a de l'hébreu ou du yiddish dessus. Alors ce qui est amusant, il y avait toujours pas mal de juifs à cette époque, hein, parce qu'ils ont été assassinés que par les Allemands, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le billet d'en bas, il est marrant parce qu'il est bilingue hébreu-yiddish. Mais les deux s'écrivent en caractère hébreu. C'est assez rare, ça. Comme en Russie, comme en Allemagne, il y a eu à la fin des années 1910 et au début des années 20, une terrible inflation qui a conduit à des émissions de billets de plus en plus, avec des sommes de plus en plus élevées, des valeurs faciales élevées. Là, 3 millions de roubles de la région de Podolie, dont la capitale est Vinnitsa. Vous avez une image de Vinnitsa. Là, un billet il vient d'où celui-là? De Kharkiv, de 10 millions de roubles. Et bon, c'était sans fin, l'inflation galopait, ce qui fait que les Ukrainiens, enfin les Russes à l'époque, ont essayé de mettre en place des billets de nécessité libellés en matière réelle. Donc là, vous avez un billet de 10 pouds de pain de seigle. C'est ce qui a marqué là, 10. Poudov, c'est poud. Un poud, c'est 16 kilos. Rieba, c'est-à-dire de pain. De rajnoïmouki, c'est-à-dire de farine de seigle. Bon, je ne pense pas que ça ait fonctionné très bien. Ça m'étonnerait qu'on pouvait prendre ce billet et puis aller chez un boulanger en disant allez, donne-moi 16 kilos de pain de seigle. Enfin bon, ça pouvait servir comme dans les échanges. Non seulement il y a donc eu toutes ces différentes entités qui ont émis des billets de ville, d'arrondissement, de région, des billets privés, mais également des billets des armées. Donc là, vous avez par exemple, c'est un billet de Rostov-sur-le-Don, mais surchargé par l'armée des volontaires révolutionnaires de Nestor Makhno. Nestor Makhno, qui est mort à Paris quelques années après, et qui était le révolutionnaire pur. Il était contre tout le monde. Il était contre les Blancs, il était contre les Rouges, il était que pour lui. C'était l'armée insurrectionnelle et révolutionnaire d'Ukraine. Bon, Makhno a fini par être maté par les bolcheviks et il s'est enfui en France jusqu'à sa mort en 1900, je ne sais plus combien, mais je crois que c'était au début des années 30. Oui, c'est ça, 34. C'est une figure très controversée en Ukraine. Il y en a plusieurs des figures controversées en Ukraine. Il y a Makhno, il y a Bandera, il y a Khmelnytsky aussi. Enfin, il y en a plein. On les verra. Également un billet réalisé pour les armées blanches, ce coup-ci, billet de 500 roubles. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on reconnaît typiquement
le style des billets anglais de cette époque. C'est un billet qui a été imprimé en Angleterre, je ne sais plus par lequel, peut-être Waterloo, en Angleterre. Il a été donc imprimé, il a été envoyé par bateau pour rejoindre la Crimée, où il y avait le général Wrangel, le général blanc. Quand il est arrivé en Crimée, c'était trop tard. Il n'y avait plus d'armée blanche. Et donc, les caisses de billets se sont retrouvées à être disponibles et à ne pas être utilisées, ce qui fait que c'est un billet qu'on trouve toujours en état neuf et qui n'est pas rare. En revanche, celui qui suit, là, celui-là, c'est aussi un billet de l'armée blanche, mais lui qui a été imprimé localement et qui a été utilisé par les armées blanches dans le sud de la Russie. C'est d'ailleurs exactement ce qui a marqué sur le texte, hein, utilisé par les armées russes dans la Russie du Sud, avec le Saint-Georges qui terrasse le dragon, et puis la grande cloche qui est toujours au Kremlin, hein, qu'on peut visiter au Kremlin, qui représente la Russie. Alors, cette époque-là donc, se termine en 1921. 1921 marque la fin de la Première Guerre mondiale dans cette partie de l'Europe. Elle avait commencé en 1911 par les guerres balkaniques et s'est terminée en 1921 par le traité de Riga, qui met fin à la Première Guerre mondiale à cet endroit-là. Et ce que vous avez en jaune, c'est le résultat du traité de Riga. C'est-à-dire l'Ukraine devient une république soviétique, officiellement donc, mais ne comprend pas la Galicie et la Volhynie, et ne comprend pas le sud enfin la Dobroudja, enfin la partie au sud de la Moldavie actuelle, et ne comprend pas la Crimée. Alors du coup, qu'est-ce qu'il circulait entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième? Il circulait dans la partie Volhynie et Galicie que j'ai entouré en rouge, là, les billets polonais. J'ai choisi d'illustrer ces billets par des billets qui rappellent quelque chose de la France. Et donc, par exemple, à droite, vous avez un personnage dont vous connaissez le nom, c'est Kosciuszko. Vous connaissez le nom puisque Nathalie Kosciusko-Morizet est sa descendante directe. Ah, non, elle n'est pas descendante? Moi, j'avais lu qu'elle était descendante, mais si c'est du tralala, ouais. Bon, ben voilà. Descendant général d'Abrantès. Bien, merci. Mais quand il a parti à Caroline de Monaco, c'était bon de prétendre. Voilà. Voilà. Donc, comme partout ailleurs, ces billets polonais, enfin, le marque polonais s'est dévalué, il y a eu une inflation terrible. Bon, je passe. Dans la partie qui faisait toujours partie, enfin qui faisait partie de la Yougoslavie, et qui est maintenant en Ukraine, mais qui faisait partie de la Yougoslavie, c'est-à-dire l'Ukraine subcarpatique, qui est entourée en rouge. Donc vous aviez les billets de la République tchécoslovaque. Donc là, j'ai représenté un billet illustré par quelqu'un que vous connaissez aussi, Alphonse Mucha, donc le grand illustrateur qui a été actif en France jusque dans les années 40, autant que je me souvienne, et qui était d'origine tchèque. Et puis, dans les deux parties qui faisaient partie de la Roumanie, après les accords de Riga, vous aviez les billets de Roumanie. Et donc là, j'ai représenté un billet de 1000 lei, qui est tout à fait similaire à un billet de 1000 francs bleus de la Banque de France. C'est normal puisqu'il a été fait par Georges Duval, gravé par j'arrive plus à lire. Dupuis.
Georges Dupuis, et donc imprimé par la Banque de France. Et puis dans tout le reste de l'Ukraine, circulaient les billets de l'URSS. Donc là, exemple de billets de 1 tchervonets, puisque la monnaie russe, c'était le tchervonets à l'époque. Et donc l'Ukraine, dans cette période-là, a donc bénéficié des bienfaits du système bolchevique. Premier bienfait, la grande famine. Donc vous voyez en rouge, là, les parties les plus rouges, c'est les parties où plus du quart de la population est morte de faim. Donc ça s'est resté dans la mémoire ukrainienne. Deuxième bienfait de l'URSS, le goulag. Ça, c'est un billet du goulag. Bon, ça, je ne sais pas s'il a été utilisé en Ukraine, mais enfin, en tout cas, les Ukrainiens qui sont partis au goulag, il y en a eu, ça c'est sûr. Au passage, c'est une des pièces à conviction qui avait été présentée par Kravchenko lors de ses procès, où on l'accusait de dire des bêtises et d'être un anticommuniste. Il disait, mais attends, vous me dites que les camps n'existent pas, regardez, moi j'ai des billets des camps. Et donc, tous les intellectuels français, genre les Aragon et compagnie, ont dit, mais non, c'est des faux. Bon, nous voilà arrivés à la Deuxième Guerre mondiale. Qui se ressemble s'assemble. Vous avez Staline qui serre la pince de Ribbentrop lors des traités en 1938 et 39 entre la Russie soviétique, enfin, l'URSS soviétique et l'Allemagne. Donc, dès que la guerre est déclarée, en 1939, les clauses secrètes du traité germano-soviétique s'appliquent et la Galicie, le sud de comment s'appelle cet endroit, enfin de l'actuelle Moldavie, reviennent à l'URSS et sont intégrés à la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui, comme la Biélorussie, avait un statut un petit peu spécial. C'était des républiques soviétiques, mais elles avaient un siège à l'ONU. Enfin, tout ça c'était que du papier. Enfin, ça permettait à l'URSS d'avoir 3 sièges, d'avoir 3 voix au lieu d'une. Bon. Donc voilà, ça c'est la carte de l'Ukraine en 1940, suite à l'invasion de la Pologne par les Allemands et suite à la mise en application des clauses secrètes du traité germano-soviétique. Mais en 1941, c'est l'opération, enfin 1941, oui, c'est l'opération Barbarossa. Hitler envahit l'Union soviétique et a décidé de faire passer l'Ukraine directement sous sa coupe. Et donc des billets spéciaux pour l'Ukraine ont été préparés. Et vous les voyez là. Mais ce billet de 5 tchervonets, préparé par les nazis pour l'Ukraine, n'a pas été utilisé pour une simple raison, c'est que en fait, il a été écrit en russe et non pas en ukrainien. Et finalement, au moment de le mettre en circulation, il y a quand même des gens qui ont dit aux autorités, mais vous êtes fous, vous voulez vous mettre à dos la population ukrainienne en mettant un billet écrit en russe. Donc il faut retirer ça tout de suite et puis puis faire des billets écrits en ukrainien. Donc ces billets n'ont pas été émis et ils ont été remplacés par une autre émission en 1942, voilà, où là, le verso, il y a bien des écritures en ukrainien et non pas en russe.
Enfin, tout le reste est en allemand, hein. Et voilà une carte de l'Ukraine avec les arrondissements spécifiques en allemand. Bon, heureusement, en 1945, alors, la Seconde Guerre mondiale se termine. Si vous écoutez les Russes, il y a les Allemands qui ont été vaincus par qui? Par les Russes. Point barre. Dans l'armée soviétique, il n'y avait que des Russes, il n'y avait pas d'Ukrainiens. Et les armées qui ont battu les Allemands, c'est que les Russes. Il n'y avait pas les Canadiens, il n'y avait pas les Américains, les Anglais, que des Russes. C'est la doxa actuelle de Poutine. Bon, donc l'Ukraine revient sous domination soviétique et nouveau bienfait de l'Union soviétique, la fameuse réforme monétaire de 1947, où quand vous aviez 100 roubles dans votre porte-monnaie, vous aviez l'obligation d'apporter les billets dans un bureau de change et on vous donnait 10 roubles à la place, des nouveaux roubles. Mais c'était pas. Les salaires, eux, restaient les mêmes. Les prix restaient les mêmes. Donc, vous aviez 100 roubles, on vous avait enlevé 90% de votre chiffre d'affaires, enfin de votre pouvoir d'achat, pardon. C'est ça la réforme monétaire de 1947. Bon, là, j'ai remis la carte qui me paraît la plus parlante que j'ai trouvée récemment dans ce numéro spécial de l'histoire que j'ai trouvé pas mal fait. Et cette carte montre les évolutions du territoire ukrainien depuis 1921, notamment avec la rétrocession de la Crimée à l'Ukraine en 1954, 300e anniversaire du traité de Péréyaslav, dont on a parlé tout à l'heure. En 1960, donc nouvelle réforme monétaire, on enlève de nouveau un zéro. Il faut 100 anciens roubles pour avoir un 10 nouveaux roubles. Ça, c'est l'article des Izvestia qui annonce ça au peuple. Mais là, les salaires et les prix ont été divisés par 10 également. Donc, c'était comme en France en 1960, le passage au nouveau franc. C'était juste un changement d'unité monétaire sans perte sur le papier de pouvoir d'achat. Donc, j'ai mis les anciens billets de 100 roubles et les nouveaux, scannés en même temps pour vous montrer la différence de taille des billets. Si vous êtes allé en URSS entre les années 60 et 90, c'était les billets qui circulaient pendant les 30 ans. Il y avait 1, 3, 5, 10, 25, 100 roubles. C'était ces billets-là. Bon, et tout ça nous mène à la perestroïka de Gorbatchev et finalement à l'effondrement de l'URSS, ce qui fait que de nouveau, les Ukrainiens acquièrent leur indépendance. Et la première chose qu'ils font, c'est d'émettre des coupons. Vous voyez ici sur la gauche, des coupons alors, qui étaient émis par feuille. Hein. Et donc, il suffisait de découper les feuilles qu'on vous remettait pour avoir 3 carbovanets, un carbovanet, 5 carbovanets en bas. Et les coupons servaient pour valider les roubles que vous aviez. Vous pouviez aller payer dans un magasin avec des billets soviétiques si vous aviez également la contre-valeur en coupons. À l'origine, c'est ça à quoi servaient les coupons. Vous avez compris le principe? On ne pouvait pas émettre tout de suite des billets, il faut un certain temps pour faire une nouvelle émission de billets, mais émettre des feuilles entières de coupons, là, comme ça, c'était plus facile. Et donc, je me suis aperçu en cherchant que ce qu'on trouve, par exemple, là dans le monde daté du 11 février 92, les journalistes ne comprenaient pas à quoi ça correspondait, ces coupons. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. À l'origine, c'était une validation des billets soviétiques. Donc, on retrouve le le coupon de 1 carbovanets dont je parlais tout à l'heure, imprimé en région parisienne.
Et bon, comme en URSS, comme en Russie, je veux dire, à cette époque, il y avait une grande inflation, il a fallu émettre des coupons de plus en plus de valeurs de plus en plus élevées, comme en Russie, hein. Et l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, on voit un talon, on voit un billet soviétique de 50 roubles avec un talon qui dit pièce miniatinol, c'est-à-dire sans moi, tu ne vaux rien. C'est l'illustration du fait qu'on ne pouvait pas utiliser un billet de 50 roubles de l'ex-URSS s'il n'était pas, entre guillemets, validé par un coupon. La plus forte valeur des coupons en 1995 a été d'1 million de carbovanets. Et en septembre 1996, il y a eu une réforme monétaire où le carbovanets a été remplacé par la grivnia au taux de 100 000 carbovanets pour un grivnia, une grivnia. Et le billet est illustré par une reproduction de la statue de Taras Shevchenko. Donc ça, c'est la réforme monétaire de 96. Et des nouveaux billets, donc libellés en grivnia, ont été réalisés. Et ça, ce sont les premières esquisses. Alors, qui sont illustrées donc par ceux qui vont se retrouver effectivement après sur les billets, hein. Vladimir le Grand, Yaroslav le Sage, Mazepa, et comment il s'appelle déjà, Ivan Franko. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a la progression des valeurs, qui est la progression russe et soviétique. 1, 3, il n'y a pas le 5, mais 1, 3, 5, 10, 25. Alors que, en réalité, les Ukrainiens, pour marquer le coup et qu'ils avaient une monnaie différente, ont utilisé la progression occidentale, 1, 2, 5, 10, 20. Donc les premières esquisses étaient avec cette progression entre guillemets russe, 1, 3, 5, 10, 25, et les billets réalisés étaient ceux-là. Enfin, ça c'est j'ai mis l'émission plus ou moins actuelle, la dernière émission des billets russes. Donc le 1 grivnia, une grivnia de Vladimir le Grand, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le 2 grivni, pardon, de Yaroslav le Sage. Le 5 griviennes de Bogdan Khmelnytsky, en haut, le billet bleu, et en bas, le même Bogdan Khmelnytsky, mais sur un billet de Transnistrie. Alors, Bogdan Khmelnytsky, il est revendiqué également par les sécessionnistes de Transnistrie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, sauf si vous voulez, mais bon, c'est assez intéressant. Je suis en train de préparer un article sur les billets de Transnistrie. Si vous adhérez à la fête, vous aurez vous aurez l'article dans notre revue. Donc le 20 grivienne avec Ivan Franko, qui était un écrivain. Alors, ça, j'ai juste mis pour illustrer le fait que les Ukrainiens sont extrêmement forts, comme les Russes d'ailleurs, pour créer des produits numismatiques. Alors, il y en a plein, là, vous voyez, c'est un billet qui est mis sous plexiglas, avec le même billet, mais en métal, tout ça mis dans une boîte, avec un certificat d'authenticité, et puis vous payez ça au prix fort, ben, ça permet de financer l'État ukrainien. Alors, des pièces commémoratives, des billets commémoratifs, il y a pas tellement des billets, mais surtout des pièces, il y en a un tas terrible. 200 griviennes avec la grande poétesse Lesia Ukraïnka, qui ne s'appelait pas comme ça, mais qui a pris le nom de Ukraïnka comme nom d'artiste. Le grand chimiste Vernadsky, qui, à la fin du 19e siècle, a été un des premiers à identifier le gaz à effet de serre et l'effet des hommes sur le réchauffement planétaire.
Donc, je passe rapidement. Là, c'est Non, vas-y, ça me permet de dire que l'Ukraine fait partie des rares nations qui sont capables de produire des billets au standard actuel avec tous les systèmes contre les faussaires. Donc, au même titre que les grandes imprimeries de l'Union européenne et que les Russes. Les Russes sont au top niveau. Bien sûr, les, les banques centrales européennes ou les boîtes privées européennes, mais également les Ukrainiens. Et puis un dernier, c'est Grushevski, qui était un historien et le premier président de l'Assemblée d'Ukraine en 1918. Bon, on arrive à l'époque actuelle. 2015, les événements d'Euromaïdan, suivis par l'invasion de la Crimée et du Donbass, et le début de la guerre faite par la Russie à l'Ukraine dans le Donbass. Donc, on retrouve le billet de 200 roubles qui explique que la Crimée est russe, mais pas que. Il y a également le billet de 100 roubles, là, pour enfoncer le clou, avec le port de Sébastopol, le nid, je crois que ça s'appelle le nid d'aigle ou quelque chose comme le nid d'hirondelle, une forteresse un petit peu à la Viollet-le-Duc en Crimée. Et puis des choses un petit peu plus terribles, ça c'est des billets fantaisie de propagande pour les républiques sécessionnistes du Donbass, illustrés par des gens qui sont vraiment, enfin c'est des repris de justice, tout ça. C'est un peu comme le groupe Wagner. Enfin, c'est les copains de Poutine, quoi. J'espère qu'il n'y a pas d'ambassadeur de Russie dans l'assistance et dans le. Alors, là, il est bon de s'attarder quand même une minute sur ces deux billets. En haut, c'est le vrai billet de 100 griviennes, illustré par Taras Shevchenko. Et en bas, c'est un billet anticorruption. C'est un billet spécialement émis pour lutter contre la corruption. Comme il y a eu d'ailleurs, il y a eu en Inde, il y a eu dans d'autres pays des billets comme cela. Et il y a écrit, si un officiel vous demande un dessous de table, voilà le billet qu'il faut lui donner. C'est-à-dire, le billet, c'est Sto Trabar. En fait, c'est le dessous de table. Donc, c'est juste un billet pour indiquer qu'il ne faut pas ni corrompre, ni se laisser corrompre. Et je dirais, la lutte contre la corruption dans les années 2020 était en train de, je dirais, le gouvernement ukrainien gagnait la partie, et c'était ça qui était d'autant plus insupportable pour Poutine, c'est que l'Ukraine était vraiment sur une trajectoire d'assainissement. Et donc, Poutine voyait très clairement que l'Ukraine lui échappait ad vitam aeternam, parce que la réussite contre la corruption et la réussite du rapprochement avec l'Europe était bien enclenchée. Bon, c'est pour ça qu'il a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Alors ça, c'est le dernier billet imprimé et émis par les Ukrainiens. C'est un billet commémoratif, donc qui date de 2023, à la gloire de l'armée qui protège le territoire ukrainien. Et vous avez à peu près la même chose, j'ai mis juste pour mémoire, un billet commémoratif également, polonais, à la gloire des soldats qui défendent la frontière orientale de la Pologne. Avec des avions, des hélicoptères et des soldats. Et ça, c'est juste pour un billet de propagande à la gloire des soldats qui ont coulé le fameux bateau de guerre russe au début de l'invasion de l'Ukraine.
C'est un billet purement fantasy. Ça c'est autre chose, mais comme on arrive à la fin, je m'arrête là. J'ai mis les 2 livres qui m'ont le plus impressionné par leur qualité historique, leur vision équilibrée, leur explication des visions russes et ukrainiennes sur les événements. Celui de gauche, donc, qui est traduit de l'allemand, s'arrête dans les années 2010. C'est excellent, excellent livre. Et celui de droite s'arrête pendant la guerre. Là, il est extrêmement récent. Et les 2 auteurs sont d'ascendance aussi bien ukrainienne que russe. Et donc, ils ont une vision relativement équilibrée, enfin, équilibrée, mais qui n'est pas à la gloire de la Russie. Hein. Et je fais une petite pub pour l'Association française pour l'étude du papier-monnaie. Si vous voulez adhérer, j'ai des flyers. Vous venez les chercher et vous remplissez l'abonnement découverte. Enfin, l'adhésion découverte est à 10 €. Donc, vous ne craignez rien. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. On peut passer aux questions.